Bonjour à tous pour ce nouveau podcast consacré aux conflits gelés. Donc, dans le cadre de l'Observatoire des conflits gelés, j'ai le plaisir d'accueillir Leïla Serra, qui en réalité nous accueille au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris, le CAREP, où elle est chercheuse. Elle est en outre titulaire d'une thèse de doctorat de Sciences Po Paris consacrée à l'étude de la politique étrangère du Hamas et publiée ensuite sous le titre Le Hamas et le monde en 2015 chez CNRS Éditions. Donc, a-t-on gelé la question palestinienne? C'est la question qui nous préoccupe dans le cadre de ce podcast. Alors, première question, Leïla. Peut-on vraiment considérer ce conflit comme gelé? Tout d'abord, merci. Merci pour cette invitation. Peut-on considérer le conflit comme gelé? Alors, si l'on considère le gel comme synonyme d'absence de résolution du conflit et comme imposition d'un statu quo, alors évidemment l'application de ce concept à la Palestine est extrêmement problématique. D'abord parce que certains vous diraient qu'il ne s'agit pas d'un conflit. Le gel donne l'impression qu'il s'agit d'affrontements armés entre deux parties. Or, il ne s'agit pas de ça, puisque nous sommes bien en présence d'une lutte de libération nationale. Ensuite, derrière l'idée de statu quo, il y a évidemment l'idée, sous-jacent à l'idée de statu quo, il y a l'idée de gel. Enfin, les deux termes sont bien évidemment imbriqués. Et en effet, l'idée de statu quo est extrêmement problématique, puisque si l'on regarde ce qui se passe en Cisjordanie, il n'y a évidemment pas de statu quo, il y a une construction de colonies régulièrement, l'implantation donc, de colonies, mais aussi des arrestations arbitraires, des incursions et des assassinats. Donc en ce sens, il ne peut pas y avoir de statu quo. Et justement, à propos de Jérusalem, on parle précisément de fin du statu quo. Vous savez que le statu quo, c'est un régime spécifique qui, après la guerre de 1967, avait octroyé la gouvernance sur les lieux saints de l'islam aux Jordaniens. Et cet arrangement se voit quotidiennement bafoué par Israël, qui autorise ses concitoyens juifs orthodoxes à pénétrer illégalement l'esplanade des mosquées pour venir prier. Donc, en ce sens, il n'y a pas non plus de statu quo. À mon sens, en fait, la notion de conflit gelé, elle devrait plutôt être appréhendée de manière critique, comme un discours, c'est-à-dire comme une manière pour Israël de responsabiliser les Palestiniens, en les tenant donc responsables du gel, d'abord, et en donnant l'illusion que la paix adviendra quand les Palestiniens seront prêts à négocier. Donc la sémantique est évidemment importante ici, puisque parler de gel, c'est en fait entrer dans toute cette lexicologie du processus de paix, des rounds diplomatiques, des négociations, et en faisant entrer la Palestine dans ces catégories, bon, ça peut être le conflit gelé, ça peut être aussi la guerre asymétrique, ça peut être le conflit de basse intensité. On crée en fait de fausses métonymies avec d'autres conflits, et ça c'est évidemment un moyen pour Israël de noyer la dimension singulière et coloniale de ce conflit. Alors, comme tu le soulignais, parler ici d'un conflit gelé reviendrait donc à dire qu'un statu quo perdure après une cessation des hostilités sans résolution définitive. Alors, dans le cadre de ce qu'on a appelé le conflit israélo-arabe, on a l'impression que le dossier du Golan syrien, par exemple, occupé depuis 1967 et annexé depuis 1981, est précisément gelé jusqu'à un certain point. Tandis qu'en Palestine, les choses évoluent constamment. Avant d'y revenir, pourrais-tu d'abord nous rappeler rapidement les conséquences territoriales des guerres israélo-arabes de 48, 67 et 73? Oui, en effet, si l'on revient au conflit, non pas israélo-palestinien, mais israélo-arabe, on peut plus facilement adopter ce concept de conflit gelé. Et encore, puisque les affrontements qui ont opposé Israël aux États arabes sont plutôt achevés que gelés, on a des résolutions, enfin des accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie. Il reste le Liban, où l'on pourrait parler de gel, et encore on parle aussi de dégel, puisque récemment on a vu que ces deux pays venaient de signer un accord pour délimiter en fait leurs frontières maritimes. Il reste évidemment la Syrie, où des discussions ont été entamées dans les années 90, puis 2000, et qui ont achoppé. La Syrie n'a évidemment pas récupéré le plateau du Golan occupé. Pour ce qui est des conquêtes territoriales d'Israël en Palestine, vous avez raison en fait de faire démarrer cette chronologie en 48 et non pas en 67 comme le veut le récit israélien, et pour rétablir en fait un récit non biaisé
de ces conquêtes territoriales, il faut remonter à 1948, non pas à mai 1948 avec la déclaration de guerre par les Arabes, mais durant les mois qui précèdent cette guerre, lorsque les milices sionistes, donc il n'y avait pas encore officiellement d'État d'Israël, ont lancé une campagne militaire contre les Palestiniens, ont expulsé 800 000 Palestiniens durant la Nakba, qui est évidemment un moment capital pour comprendre ce qui se joue ensuite. C'est bien donc durant les mois qui ont précédé la guerre de 48, mai 48, que les milices sionistes vont commencer à déplacer les frontières qui étaient celles du plan de partage de l'ONU, et ce jusqu'à l'armistice de 49, lorsque Israël contrôlera ensuite donc près de 75% de la Palestine mandataire. Ensuite, on a évidemment 67, il y a beaucoup de choses à dire sur 67. C'est une guerre qui a été présentée comme défensive, qui est en réalité offensive, puisqu'elle permettait à Israël, en occupant Jérusalem, la Cisjordanie, Gaza, le Golan et le Sinaï, une partie du Sinaï, qui avait pour objectif clair d'utiliser ces territoires occupés comme monnaie d'échange pour négocier la paix avec les Arabes. Donc on voit bien comment cette occupation des territoires de 67 a en fait permis à Israël d'enfermer les Palestiniens dans un étau en leur donnant l'illusion que pour eux aussi, en échange de la paix, en échange des territoires, il y aurait en fait ce sorte de lien direct entre récupérer les territoires et en échange de la paix, on récupère les territoires. Or, évidemment, ce qui est valable pour les Arabes ne l'est pas pour les Palestiniens, qui sont sur des territoires que les Israéliens considèrent comme saisis plutôt que comme occupés. Donc ce qu'il faut voir, c'est comment en fait, ces différents récits permettent à Israël d'essayer d'effacer l'expulsion et les massacres des Palestiniens, d'abord avec un récit structuré autour de mai 48, c'est une guerre déclenchée par les Arabes, donc on se défend. Ensuite 67, qui a été également relayé par tous les acteurs du système international comme le problème. Voilà, donc pour ce qui est ensuite de 73, il y a évidemment aussi beaucoup de choses à dire. On peut peut-être, en 2 mots, dire qu'il s'agit d'une guerre qui était souhaitée par Israël, qui était une guerre Israël savait très bien qu'après la défaite de 67, pour que les Arabes puissent, que ce soit les Égyptiens, les Jordaniens, récupérer les territoires, pour la Syrie également, entrer dans une voie diplomatique, il fallait absolument laver cette humiliation. Et donc les Israéliens savaient que 73, ça serait l'opportunité pour les États arabes de dépasser cette défaite humiliante de 1967. Alors, en Palestine, l'idée de gel trahirait une réalité mouvante et un mécontentement qui n'a jamais cessé d'être exprimé côté palestinien. Mais il se trouve que l'Organisation de libération de la Palestine a été désarmée et qu'un processus diplomatique a quelque peu gelé la lutte armée. Alors comment s'est fait ce passage d'ailleurs ? Le dirigeant Yasser Arafat a commencé à changer de politique dans les années 80, en partie contraint par les événements du Liban, ce qui aboutira avec les accords d'Oslo et la création de l'autorité palestinienne. Oui, alors pour comprendre ce passage de l'OLP, de la lutte armée au processus diplomatique, il faut prendre évidemment plusieurs facteurs en compte. Il y a l'évolution du système international, il y a les dynamiques de paix séparées entre certains pays arabes et Israël, il y a les divisions également entre différents mouvements palestiniens. On peut peut-être, pour parler de cette dynamique, montrer comment elle s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, dans les années 70, on a les événements de Septembre Noir en Jordanie qui ont brisé la résistance palestinienne. On a également un processus de paix donc séparé entre Israël et l'Égypte avec la visite de Sadat à Jérusalem en novembre 1977. Et on a donc ce contexte qui a mené progressivement à une double dynamique de reconnaissance. D'abord à travers les conférences d'Alger et de Rabat en 1973 et 1974, lorsque l'OLP deviendra donc le représentant du peuple palestinien, en se rangeant derrière l'orientation diplomatique, plutôt que l'action militaire. Et puis on a une dynamique également parallèlement de reconnaissance de la part des institutions onusiennes, puisque l'ONU va demander à l'OLP donc, de devenir membre observateur en invitant Arafat en 1974. Mais je crois que ce qui est peut-être important de dire ici, c'est de nuancer en fait l'idée selon laquelle c'est l'abandon de la lutte armée
qui aurait permis à l'OLP d'obtenir une reconnaissance. Parce qu'en fait, on a d'autres processus parallèlement qui permettent en fait de mieux comprendre comment l'OLP va progressivement devenir un interlocuteur pour l'Occident. On a, par exemple, lorsque je parlais tout à l'heure de Septembre Noir, lorsque l'OLP va quitter la Jordanie et s'installer au Liban, en fait, le Fatah est l'acteur majeur, un acteur fort qui entraîne la résistance palestinienne, mais un certain nombre de mouvements de libération nationale, les Arméniens, les Basques, etc. En fait, l'OLP au Liban est en véritable position de force qui lui permet en fait d'avoir une sorte de monnaie d'échange vis-à-vis des services de renseignement, que ce soit français, britanniques, américains au Liban, puisque en fait, c'est un acteur clé de ces mouvements de résistance qui ne sont pas uniquement donc, les Palestiniens, mais le Fatah entraîne tous les autres mouvements. Donc, en échange en fait, de cette manière dont le Fatah peut temporiser et calmer et en fait décider de ce qui peut se produire, des attaques contre des intérêts occidentaux dans d'autres pays. Donc, en fait, il y avait véritablement des contacts entre la sécurité du Fatah et ces agents, ces services de renseignement occidentaux. Et c'est bien donc la position centrale du Fatah dans la lutte révolutionnaire qui va permettre ensuite à l'OLP d'obtenir l'ouverture de bureaux de représentation en Europe à partir de 1975. Donc la reconnaissance de l'OLP, elle est plutôt le résultat d'un rapport de force complexe et elle n'est pas la simple conséquence d'un abandon de la violence comme on a voulu le croire. Ensuite, on a, après les années 70, on a évidemment les années 80, cette période cruciale avec 1988, la reconnaissance par 90 pays de l'État de Palestine, qui était une position qui faisait suite à la décision du roi Hussein de Jordanie de rompre les liens administratifs avec la Jordanie et donc de laisser à l'OLP le soin de s'occuper de la question palestinienne. Les années 80, c'est aussi donc, la première intifada. Et la première intifada, en fait, elle va contribuer elle va renforcer un antagonisme, en fait, une compétition entre les différentes factions palestiniennes. Elle va donc fragiliser l'OLP qui était aussi fragilisée parce que, on s'en souvient, s'était rangée du côté de l'Irak pendant la guerre du Golfe. Et en se rangeant du côté de l'Irak, elle va perdre toute sa légitimité diplomatique auprès des États-Unis et des États arabes. Et donc c'est à ce moment-là que l'OLP va décider de négocier secrètement les accords d'Oslo, justement pour court-circuiter les Palestiniens dans l'intérieur. Après, on peut évidemment s'interroger sur les bénéfices de cet abandon de la lutte armée qui, en réalité, n'a jamais permis aux Palestiniens d'être reconnus. Officiellement, concrètement, cette reconnaissance, elle était uniquement une reconnaissance de façade. Et prendre acte du fait que la voie diplomatique n'a rien donné, évidemment ne revient pas à penser que la lutte armée est la seule solution, mais il s'agit simplement d'être clairvoyant sur ce qui se joue dans ce qu'on a appelé depuis 30 ans le processus de paix. L'OLP a toujours privilégié la question de sa représentativité au détriment de la consolidation d'une union nationale des Palestiniens, que ce soit avec les Palestiniens de l'intérieur qu'avec les Jordaniens dans le cadre d'une négociation conjointe. Et c'est une situation qui a conduit en fait l'OLP à se retrouver dans un face-à-face seul avec Israël et à abandonner finalement la dimension de mouvement de libération nationale qu'elle aurait pu garder en fait, ou qu'elle aurait dû garder jusqu'à réaliser l'objectif ultime qui était celui de l'établissement d'un État indépendant pour les Palestiniens. Et c'est bien à partir de ce constat que vont se positionner d'autres acteurs concurrents comme le Hamas. Alors justement, la naissance du Hamas, donc dans ce contexte d'intifada que tu as évoqué en 87-88, donc le Hamas dont tu as étudié la politique étrangère, est l'un des éléments qui rappelle que la notion de gel ici ne convient que jusqu'à un certain point, on va dire. Alors un acteur a pris en main la lutte armée, sachant que d'autres acteurs participent à cette lutte, comme le djihad islamique, mais n'est-il pas enclin à suivre la voie de l'OLP, c'est-à-dire la voie dite de la diplomatie? Oui, en effet, le Hamas, depuis sa naissance en décembre 1987, s'est présenté comme un mouvement de résistance, même si les frères musulmans, dont le Hamas est issu, étaient restés longtemps à l'écart de la lutte armée jusque dans les années 80. Le Hamas n'est pas le seul à se présenter comme un mouvement de résistance. On a d'autres factions, on a notamment le djihad islamique qui est très actif dans la lutte armée.
Et d'ailleurs, le djihad islamique a les mains plus libres pour mener la résistance par rapport au Hamas, qui lui, en étant au pouvoir, a la responsabilité de près de 2 millions de Palestiniens à Gaza. Donc cette difficulté, on va dire, de combiner lutte armée et gouvernance s'est illustrée notamment lors de la dernière opération militaire israélienne contre Gaza en août 2022, qui a impliqué le djihad islamique, mais qui a laissé à l'écart le Hamas, qui a plutôt, lui, joué un rôle actif dans la négociation pour obtenir une trêve. Alors, le discours selon lequel le Hamas suivrait la même voie que l'OLP est apparu surtout après la victoire du Hamas aux élections législatives de janvier 2006, puisque le mouvement avait signé plusieurs accords à ce moment-là qui reconnaissaient la validité des frontières de 67 et qui reconnaissaient également tous les accords que l'OLP avait signés préalablement avec Israël. Bon, on peut dire d'une part que l'OLP est quand même un modèle pour le Hamas. Un modèle parce que, d'abord, l'OLP, c'est l'institution la plus légitime pour représenter les Palestiniens. Elle est une source d'inspiration pour le Hamas dans le cadre de cette manière de présenter en fait, le combat anticolonial, puisque le Hamas présente largement aussi ce combat comme un combat légal du point de vue du droit international, ce que l'OLP avait déjà fait préalablement. Et on voit bien dans le dernier document officiel du Hamas qui a été publié en 2017 comment ce document est très inspiré en fait, de la charte de l'OLP. Donc le Hamas puise en fait, dans l'expérience de l'OLP un certain nombre de ressources, y compris pour ce qui relève de l'expérience de la lutte armée. Mais bon, dans le même temps, on voit également que l'OLP constitue un contre-modèle pour le Hamas, puisque le Hamas ne cesse de dire qu'il s'oppose à l'OLP au sens où il ne souhaite pas reproduire ce qu'il considère comme des erreurs. Les erreurs de l'OLP, c'est d'avoir fait des concessions sans aucune contrepartie, c'est d'avoir privilégié la négociation à tout prix. Et en ce sens, le Hamas s'affiche comme un contre-modèle. Donc on voit bien que les deux dynamiques sont, en fait, vont ensemble, mais je crois que c'est quand même compliqué en fait, de dire tout simplement que le Hamas suit la même voie que celle de l'OLP, puisque l'attachement à la lutte armée est central. Elle est centrale pour le Hamas, d'abord parce qu'elle lui permet d'inverser un rapport de force défavorable vis-à-vis d'Israël, mais aussi parce que le Hamas se rend compte que vis-à-vis des Palestiniens, il peut gagner une légitimité à l'intérieur grâce à la lutte armée, et que, en fait, cette même légitimité acquise à l'intérieur peut permettre également, dans un même temps, d'agir sur les dynamiques de reconnaissance à l'extérieur. Donc, c'est en ce sens que Hamas joue quand même une carte différente. Alors, face aux incursions militaires israéliennes en Cisjordanie, une résistance armée, qui ne semble pas revendiquer une appartenance partisane, vient aujourd'hui tourner le dos à Oslo. Alors, on sait que la résistance ne s'est jamais vraiment arrêtée en Cisjordanie, mais on a affaire aujourd'hui à une autorité palestinienne affaiblie. Est-ce qu'on peut dire qu'une lutte armée, on va dire, de plus grande ampleur est aujourd'hui envisageable ? Alors oui, en effet, la Cisjordanie, c'est désormais le terrain privilégié de la lutte armée, et non plus Gaza, non pas Gaza, et le Hamas a d'ailleurs pris note du fait que Gaza, uniquement de fait de son enclavement, en fait, n'était pas un site à partir duquel on pouvait mener une résistance efficiente, en fait. Donc après, bien sûr, les deux territoires sont connectés, puisque le Hamas peut aussi mobiliser Gaza pour ouvrir d'autres fronts et mettre les Israéliens en difficulté, comme ils l'ont fait au printemps 2021, lors de l'opération L'Épée de Jérusalem. Mais c'est bien en Cisjordanie, où vivent illégalement plus de 600 000 colons, que la lutte doit être menée. Donc la nouveauté de cette résistance armée en Cisjordanie est qu'elle se fait indépendamment, comme vous l'avez dit, de toute filiation partisane. On le voit à Jenin, à Naplouse, avec des attaques qui se font sans l'autorité d'un parti. À Naplouse, c'est une résistance qui est menée au sein d'un groupe qu'on appelle la Fosse au Lion, donc Arin el-Oussoud, qui témoigne bien en fait, de cette autonomisation vis-à-vis des leaderships traditionnels. Les jeunes membres de ce groupe étaient préalablement affiliés, que ce soit au Hamas, au djihad islamique, au Fatah,
mais en sont sortis. Et en tout cas, s'affichent comme autonomes, ou en tout cas, comment dire, c'est précisément parce qu'ils se présentent comme autonomes et dénués en fait, de tout intérêt partisan qu'ils revendiquent une forme de légitimité dans la lutte contre l'occupation. Alors ensuite, on peut peut-être questionner le rapport complexe qu'entretient une organisation comme le Fatah, par exemple, vis-à-vis de la résistance armée. Aujourd'hui, donc comme on l'a dit, on voit bien que ce sont plus des cadres du Fatah qui s'inscrivent officiellement dans cette lutte armée, mais que ce sont soit d'anciens membres, soit ils peuvent peut-être même toujours être des cadres du Fatah, mais qui vont mener une action sans la caution de leur parti. Mais si l'on revient il n'y a pas si longtemps à la deuxième intifada, donc en 2000, on se souvient que le Fatah avait officiellement repris l'action militaire. Donc, alors certes, vous me direz, le Fatah n'est pas l'OLP, mais ces deux organisations sont quand même intimement liées. Le Fatah est l'une des factions les plus importantes de l'OLP. Et d'ailleurs, même si on se penche sur l'OLP, on remarque que l'OLP ne condamne pas non plus officiellement ces actions de la résistance armée. Donc quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il n'est pas possible en fait, de classer ou de ranger les organisations palestiniennes dans des catégories figées ou dans des dichotomies qui séparent certaines organisations comme privilégiant la violence ou l'action armée et d'autres comme étant pacifistes, puisque ça ne fonctionne pas en fait. Alors, quand on parle de gel, on a tendance aussi à penser parfois à une forme de marginalisation médiatique. Le printemps arabe, les recompositions géopolitiques au Moyen-Orient et les normalisations donc, entre Israël et certains pays arabes ont eu tendance à noyer la question palestinienne. Alors certains vont jusqu'à dire que celle-ci n'existe plus, enfin, malgré l'existence des Palestiniens et de leur frustration. Quels sont les instruments médiatiques dont disposent aujourd'hui les Palestiniens ? Alors, peut-être avant de revenir sur les instruments médiatiques, peut-être dire quelque chose sur cette idée selon laquelle la Palestine a disparu ou la Palestine est marginalisée. Encore une fois, il s'agit d'un discours. Alors quand je dis discours, c'est encore une fois un élément de langage construit par Israël dans un but, et puis relayé par tous les soutiens d'Israël, dans un but précis. En fait, c'est presque donner sens. Quand on dit quelque chose, on pense qu'il va se produire. C'est performatif en fait, mais ça l'est pas du tout, puisque si l'on regarde comment la Palestine est présentée, alors si l'on s'intéresse au contexte diplomatique actuel, politique, on s'aperçoit qu'en fait la Palestine n'a pas du tout disparu, et bien au contraire. Alors d'abord, justement, vous parliez de cette normalisation, ce qu'on appelle normalisation, qui est en fait des accords stratégiques entre Israël et certains pays du Golfe et le Maroc n'ont pas du tout enterré, comme le souhaitait Israël, la cause palestinienne, qui est plus présente que jamais. On peut juste, à titre d'exemple, citer la manière dont la Palestine a été centrale lors de la Coupe du Monde de football au Qatar. On peut évidemment, puisqu'on parle de diplomatie, parler aussi du conflit de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ce contexte de la guerre en Ukraine qui, en fait, permet également aux Palestiniens de montrer au monde qu'il s'agit d'un double standard, comme on dit, puisque, en fait, ce qui est valable pour la défense des Ukrainiens, donc mobiliser le droit international, parler d'occupation illégale, etc., ne l'est pas, encore une fois, pour les Palestiniens. Donc on voit bien aussi comment les diplomates palestiniens exploitent ce contexte et l'utilisent, y compris dans les déclarations publiques, pour mettre les Occidentaux face à leurs contradictions et dénoncer ce deux poids deux mesures. Même si, évidemment, Zelensky va refuser cette analogie dès le départ, puisque au tout début de la guerre, Zelensky va plutôt choisir de se comparer au peuple juif dispersé. Et donc l'analogie disparaît évidemment tout de suite ici. Mais voilà, ça n'empêche qu'elle est utilisée par les Palestiniens et à juste titre, elle met au jour ce deux poids deux mesures. Ensuite, on a ce qu'on appelle un shift de paradigme, c'est-à-dire comment en fait progressivement s'impose une sorte de paradigme décolonial qui se diffuse, pas uniquement dans les universités, mais dans le combat politique, qui s'impose de plus en plus. Et on voit bien comment ce shift est également favorable aux Palestiniens, puisque
les Palestiniens ne sont plus uniquement défendus par une gauche anti-impérialiste, mais il y a évidemment de nouveaux partisans qui portent avec eux une toute nouvelle grille d'analyse du conflit, qui est inspirée des théories intersectionnelles et décoloniales. Donc lutter pour la Palestine, c'est lutter contre toute forme de discrimination. Et dans les discours, Israël n'est plus l'étendard de l'impérialisme mondial, mais bien le symbole de l'oppression des minorités. Donc voilà pour le contexte, que ce soit le contexte diplomatique, politique, que celui de la circulation internationale des idées. Alors après, la question sur les supports et peut-être la présence des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, on peut bien sûr dire que voilà, il existe une censure importante. On a bien vu comment Facebook censure tout ce qui est favorable aux Palestiniens, ou a pu tenter de favoriser, de censurer ça grâce aux algorithmes qui permettent en fait de trier l'information. Donc on pourrait penser qu'en fait ces réseaux sociaux sont clairement défavorables aux Palestiniens, mais dans le même temps, on voit bien comment en fait ces réseaux sociaux permettent de donner à voir en fait une information brute, une information où en fait chaque jour, quotidiennement, quand il y a une attaque contre Gaza, mais même là on le voit avec la Cisjordanie, on a sur les réseaux sociaux une photo, une vidéo qui impose une nouvelle temporalité en fait, du conflit, qui est beaucoup plus virale. Et c'est une approche sensible du conflit qui n'était pas présente grâce aux autres supports, dans la transmission d'autres supports d'information, et qui, elle, permet aussi une identification qui est beaucoup plus charnelle avec les Palestiniens. Donc il s'agit évidemment d'une guerre médiatique, une guerre de la désinformation qui est menée par les Israéliens, mais une guerre médiatique dans laquelle, je crois, Israël n'est pas du tout gagnante. Un grand merci, Leïla Serra, pour toutes ces réponses qui viennent nous rappeler effectivement à quel point la question palestinienne demeure centrale. Merci à vous.